Bonjour Monsieur Bolloré, Jules Giraudat de France 2. Une question sur vos voitures diesel. Vous avez parlé beaucoup d'électrique aujourd'hui, mais on a l'impression qu'il y a un problème quand vous parlez de diesel. Bonsoir, si vous aimez les enquêtes de Cash Investigation dans le monde merveilleux des affaires, alors vous allez adorer Cash Impact. Il y a 4 ans, nous avions enquêté sur les dangers du diesel. Depuis, le Dieselgate a explosé, un scandale mondial pour les constructeurs automobiles. Alors la rédaction a décidé de replonger sous le capot. En 2013, PSA nous déclarait « Le diesel, c'est propre ». Aujourd'hui, le groupe est soupçonné de fraude sur 2 millions de véhicules. On a aussi découvert que Renault a un étrange système anti-pollution qui marche mieux à la campagne que dans les embouteillages. Allez, en voiture pour de nouvelles révélations. Diesel, les constructeurs nous enfument-ils? C'est une enquête signée Jules Giraudat et c'est Cash Impact. Aujourd'hui, Volkswagen a admis avoir truqué 11 millions de véhicules pour tromper les tests de pollution. Volkswagen traverse la pire crise de son histoire. Ils font face à de nombreuses plaintes de clients très mécontents. Vous en avez forcément entendu parler. Le Dieselgate, le plus grand scandale de l'histoire automobile. Après le scandale chez Volkswagen, Renault se retrouve dans la tourmente. Y a-t-il eu tromperie? Mercedes vient d'annoncer le rappel de plus de 3 millions de véhicules. La liste des suspects n'en finit pas de s'allonger. Au cœur de ces affaires, les moteurs diesel. Il y a 4 ans, bien avant l'affaire Volkswagen, Cash avait enquêté sur le carburant préféré des Français. On avait plongé sous le capot de nos voitures et reniflé les pots d'échappement. Moi, je me mets là, je fais ça, et vous me dites que ça, ce qui sort d'ici, c'est plus pur que l'air que je respire. Vous voulez que je fasse l'expérience, que je reste 10 minutes comme ça? À l'époque, les constructeurs nous vendaient un diesel super propre. Est-ce que le diesel a encore un avenir? Oui, je pense, oui. Nous allons rendre nos diesels de plus en plus propres, avec de moins en moins d'émissions. C'est tout à fait normal. Après le scandale Volkswagen, nous avons ressorti nos vieux dossiers et remis les mains dans le cambouis. Ce que nous avons découvert a de quoi faire tousser. Vous voyez, moi, j'ai pas du tout l'air malade. Je le suis. La pollution me rend malade, me tue à petit feu. Nous sommes partis aux États-Unis, aux origines du séisme qui secoue le monde de l'automobile. Cette fraude avérée est d'une gravité inouïe. Elle est due à leur cupidité pour vendre plus de voitures. Au cœur de la tempête, Volkswagen, mais aussi les constructeurs français, PSA et Renault. Vous découvrirez pourquoi ils sont aujourd'hui dans le viseur de la justice. Les voitures diesel sur lesquelles vous travaillez, vous saviez qu'elles ne respectaient pas les normes sur route? On s'en doutait bien. Moi, je travaillais pas pour le diesel propre. Une question sur vos voitures diesel. Oui. On a testé une Renault 4 d'avril 2017 et elle émet 9 fois plus de NOx que la norme européenne. Comment vous expliquez ces écarts? Le Dieselgate, c'est surtout une affaire de santé publique. Allez, vas-y, vas-y, c'est super. Une équipe de chercheurs a évalué son impact sanitaire, constructeur par constructeur. Nous vous révélerons leurs résultats. Ils sont inquiétants. D'après nos calculs, le nombre de morts prématurées par an pour 2015 s'élèverait à 550 pour la France seule. Le diesel, c'est enfin l'histoire d'une inertie, celle de nos politiques. Pendant des années, ils ont laissé faire les constructeurs. Y compris sur nos propres véhicules. Il y a un lobby du diesel qui dit, moi, je vous préviens, hein, si vous prenez des mesures trop draconiennes, je ferme mon usine et je mets tout le monde sur le carreau. Allez, prenez une grande bouffée d'oxygène. Cash Investigation vous révèle comment les constructeurs nous ont enfumés pendant des années. Le plus grand scandale de l'histoire de l'automobile est né là où personne ne l'attendait. À 6000 km du siège social de Volkswagen,
aux États-Unis. Un pays où moins de 2 voitures sur 100 roulent au diesel. Pour rencontrer ceux par qui le scandale est arrivé, nous avons fait la route jusqu'à Morgantown, une petite ville étudiante perdue au nord-est du pays. C'est ici, dans ce hangar, que tout a commencé. Dan, Mark et Arvind sont 3 ingénieurs en mécanique de l'Université de Virginie-Occidentale. Dan, c'est le chef. Il dirige l'atelier. Arvind, le costaud de la bande. Et Mark, le petit novice. À l'époque, il faisait sa thèse. Tous les 3 ont une passion commune, les bagnoles. Alors autant vous dire que rien ne les prédestinait à faire tomber Volkswagen. Il était une fois, à Morgantown, l'histoire de 3 hommes qui allaient changer la face de l'industrie automobile. Le bidouilleur. Le boss. L'étudiant. La Volkswagen. Le scandale. L'ironie de cette histoire, c'est que les 3 cow-boys n'avaient pas du tout prévu de révéler les mensonges du premier constructeur mondial. Notre truc, c'est les bagnoles. On n'a jamais voulu se battre avec Volkswagen. C'était juste un travail universitaire pour nous, rien de plus. Notre but, c'était de promouvoir le diesel, montrer que les voitures diesel sont propres ici aux États-Unis. Et bon, c'est l'inverse qui s'est passé. Dan, Mark et Arvind décident de tester 2 véhicules Volkswagen réputés les plus propres du marché. Et notamment le modèle Star outre-Atlantique, la Jetta. En 2009, elle a été élue voiture la plus verte de l'année aux États-Unis. 2009 Green Car of the Year. Waouh! Le trio va mesurer les émissions des voitures Volkswagen. Ils font ces tests sur des bancs à rouleaux, comme les autorités de contrôle. Eh oui, à l'époque, aux États-Unis comme en Europe, ça se passe comme ça avant de mettre en circulation un nouveau modèle. Les contrôles se font en laboratoire. Des gaz sont au centre de leur recherche, les oxydes d'azote, appelés aussi NOx. Les NOx, c'est un vrai poison. À haute dose, ils provoquent des maladies respiratoires et des accidents cardiovasculaires. Les tests confirment les hypothèses des 3 ingénieurs. Les Volkswagen n'émettraient pas d'oxyde d'azote. Les émissions étaient super basses. Je me souviens avoir envoyé un texto à Arvind en lui disant « Ces voitures ne polluent pas ». Il m'a écrit « Mec, notre hypothèse est bonne. Les voitures sont super propres. Je n'ai pas trouvé de NOx. On est à 0 tout le temps. » Jusqu'ici, tout roule. Mais ils ont l'idée de mesurer les émissions de NOx sur route, dans la vraie vie, quoi. Ce que ne font pas les autorités de contrôle lors des tests d'homologation. Et les 3 compères ne vont pas être déçus du voyage. En conditions réelles, les NOx explosent la norme officielle. La Passat dépassait 25 à 35 fois la limite. Et la Jetta, elle, était 40 fois au-dessus. Les émissions de ces voitures dépassaient celles d'un semi-remorque. C'était un truc incroyable. Volkswagen aurait-il triché? La pilule a du mal à passer pour ces 3 fans de voitures. Au début, on s'est dit que c'était nous qui nous trompions. Alors on a refait le test, encore et encore. Nos chiffres étaient bons. En ville, sur l'autoroute, peu importe les conditions, on obtenait toujours les mêmes résultats. C'était très élevé.
Alors, on faisait des blagues, du genre, peut-être qu'il y a un logiciel truqueur. C'était que des blagues. Mais en fait, on avait raison. Un logiciel truqueur. Sans le savoir, les 3 fines gâchettes ont visé dans le mille. C'est l'EPA, l'autorité environnementale américaine, qui va le découvrir en poursuivant dans le plus grand secret le travail des 3 ingénieurs. Lors du test d'homologation, en laboratoire donc, ce logiciel active les systèmes de dépollution. Mais dès que la voiture est sur route, il coupe, comme par magie, les filtres anti-pollution. Le 18 septembre 2015, l'EPA rend publique sa découverte. J'avais complètement oublié cette affaire, jusqu'au jour où j'ai reçu un coup de fil d'un journaliste. J'ai sauté sur mon ordinateur et j'ai cherché sur Internet. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un accident? C'est quelque chose de grave? Et j'ai vu une dépêche qui disait que Volkswagen avait triché. J'hallucinais. D'un coup, on devenait important. Les gens nous considéraient comme des références et nous posaient des questions du genre « À votre avis, en tant qu'expert, vous en pensez quoi ?» Les 3 ingénieurs sont emportés par la tempête médiatique. Dan, le cow-boy en chef, va même se transformer en star hollywoodienne. Avec sa femme, il a les honneurs des tapis rouges, élu par le prestigieux magazine Time dans les 100 personnalités les plus influentes de l'année, aux côtés de la reine du hip-hop, Nicki Minaj, et du futur président Trump himself. Ça vous fait quoi d'avoir été dans les 100 personnes les plus influentes du magazine Time? Ça, c'était vraiment la meilleure. Avec le pape. Avec le pape. J'y croyais pas. Il faut dire que Dan et ses acolytes ont mis une sacrée pagaille. Pour avoir installé un logiciel truqueur sur près de 600 000 voitures aux États-Unis, Volkswagen doit payer une amende record, 20 milliards de dollars. Et la note pourrait être bien plus salée pour le géant allemand. Car Volkswagen n'a pas seulement triché chez l'oncle Sam, mais dans le monde entier. Au total, ce sont 11,5 millions de voitures truquées qui ont été vendues autour du globe. Par effet domino, le Dieselgate révèle un à un les petits arrangements des constructeurs mondiaux. Après l'allemand Volkswagen, c'est au tour des marques françaises d'être éclaboussées. À commencer par PSA, Peugeot Citroën. En 2013, 2 ans avant que le scandale n'éclate, le constructeur nous avait accueillis à bras ouverts dans son centre d'essai à Poissy, en région parisienne, pour expliquer à Élise que le diesel chez Peugeot, c'est propre. Est-ce que pour vous, c'est assumé, j'allais dire, de dire que PSA promeut le diesel depuis des années et même des décennies? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous assumez? On a une tendance extrêmement fâcheuse en France depuis quelques années, et c'est français, typiquement français, à stigmatiser le diesel. Oui. C'est quand même étonnant en France qu'on n'arrive pas à saluer les prouesses de l'industrie française, de ses chercheurs, de ses ingénieurs. Pour vous, il n'y a pas de danger sanitaire du diesel? Aujourd'hui, avec le diesel tel qu'on le fabrique aujourd'hui, il est propre. PSA a donc tout prévu pour se débarrasser des rejets toxiques du diesel. À commencer par les particules fines. Les particules fines, ces micro-poussières que l'on respire et qui sont à l'origine de maladies respiratoires et de cancers. Pour les éradiquer, PSA a créé le FAP, le filtre à particules. Un truc révolutionnaire. Ah, le filtre à particules. L'invention géniale, made in Peugeot. La pièce maîtresse du pot d'échappement des temps modernes, qui fait oublier les vieux diesels, ceux qui puaient du pot et crachaient tout noir.
De nos jours, les diesels sont plus blancs que blancs, grâce à cette arme fatale. Voyage au centre de la chaudière. Suivons les particules toutes chaudes sorties du moteur. Elles filent à l'air libre, mais là, au cœur du pot, le filtre les bloque. Avec cette merveille technologique, Peugeot en fait des tonnes dans la presse, pour clamer que les diesels sont désormais des modèles de propreté. Ainsi, en septembre 2012, Guillaume Faury, le patron de la recherche de Peugeot de l'époque, déclare même dans une interview aux Parisiens « L'air qui sort du pot d'échappement est plus propre que l'air qu'il absorbe en ville. » Incroyable. Vous avez compris la même chose que nous. Si vous voulez faire un geste pour l'environnement, laissez donc tourner votre moteur. Le filtre à particules, un miracle pour voir la ville autrement. Il a été mis au point dans les centres de recherche de PSA, comme celui de Poissy, près de Paris. Pierre Macaudière, c'est le maître expert en dépollution de la maison. Le filtre à particules, il le connaît par cœur. C'est lui qui va nous en démontrer son efficacité. Sur le banc d'essai spécialement préparé pour nous ce jour-là, le dernier break familial du groupe, une 508, diesel, évidemment. On va lancer le véhicule et on va lui faire un cycle avec des accélérations. Oui. Et vous allez avoir sur l'écran apparition du nombre de particules par centimètre cube qui sortent. Hein. Alors allons-y, c'est parti. Allons-y. Vous pouvez lancer les essais, s'il vous plaît. Le but du test, compter les particules recrachées par le pot d'échappement, d'abord sans filtre. On va au bout du cycle. Là, on a compté toutes les particules, donc on est monté jusqu'à 6-7 millions de particules par centimètre cube. Là, à ce pic-là. À ce pic-là, voilà. Ouais. Même test, mais cette fois avec le fameux filtre à particules. Et là, vous voyez, on est pareil que tout à l'heure. Hein. Rappelez-vous, on allait à 6 millions sur ce truc-là. Là, on voit quasiment rien. Et c'est ce qui nous permet de vous dire, et vraiment solennellement, c'est que les particules, le niveau de particules en sortie d'un filtre à particules est plus faible que le niveau de particules de l'air qui rentre dans le moteur. Ah, attendez, répétez-moi ça. Le niveau de particules qui sort d'un filtre à particules est plus faible que le niveau de particules de l'air ambiant. Vous êtes en train de me dire que l'air est plus pur à la sortie. J'ai pas parlé d'air, j'ai parlé du niveau de particules des gaz d'échappement. D'accord. Non, moi, je vous pose cette question parce que c'est intéressant que vous me parliez de ça. Parce que je lisais une interview de quelqu'un que vous connaissez fort bien, j'imagine, Guillaume Faury, qui est chez vous. Et alors, on voyait, parce que lui, il dit que l'air qui sort du pot d'échappement est plus propre que l'air qu'il absorbe en ville. C'est un abus. Hein. Non, c'est un abus de langage d'un motoriste. Nous, on dit l'air qui sort parce que, conventionnellement, les gaz d'échappement... Attendez, vous rigolez, c'est une interview qui est donnée aux Parisiens, ça, c'est lu par tout le monde. Donc vous dites que c'est faux. Je dis que c'est faux, c'est les gaz d'échappement qui sortent du pot d'échappement sont plus propres en particules, je suis bien en train de dire ça, que l'air qui rentre dans le véhicule. Et ça, je vous le répète solennellement. D'accord. Est-ce qu'on peut remettre la voiture en route? Oui. Est-ce qu'on peut se mettre tous les deux derrière le pot d'échappement, respirer ce qui sort du pot d'échappement? Derrière le moteur, celui-là, oui. Allez, venez avec moi. On va mettre... Voilà. Moi, je me mets là, je fais ça. Et vous me dites que ça, ce qui sort d'ici, c'est plus pur que l'air que je respire en ville. Vous êtes en train de faire... Vous voulez que je fasse l'expérience, que je reste 10 minutes comme ça? Vous êtes en train de faire une approximation. Le vrai terme, c'est de dire que les gaz d'échappement sont plus propres en particules que l'air qui rentre dans le moteur. Et je ne peux pas être plus clair que ça. À la sortie du pot, il y aurait aussi beaucoup moins d'oxyde d'azote. Vous savez, les NOx, ces gaz toxiques. Car PSA aurait équipé ses voitures d'une arme anti-NOx. Démonstration et résultat en direct. Donc là, vous avez un moteur qui est un moteur dans la rue, qui est aux alentours de 1000 microgrammes, un peu plus, 1000 à 2000 microgrammes par mètre cube. On a divisé par 5 les émissions de ce point stabilisé. Donc on était à 1000, on est à 200 microgrammes. Voire peut-être un peu plus, on est tombé à 200 sur ce point stabilisé. Hein. Je précise bien, c'est ça. Voilà, sur ce point-là. 200 microgrammes par mètre cube. Vraiment? Nous, on veut vérifier. Avec nos propres moyens. On sort un capteur de dioxyde d'azote fourni par l'association Citoyens Capteurs. Ce qui est bien avec cet appareil,
c'est qu'on peut avoir les résultats presque en temps réel sur notre portable. Et là, tout d'un coup, sous les yeux de la com, Monsieur Macaudière est moins sûr de lui. Est-ce que ça vous ennuie si on met un capteur à nous sur votre pot d'échappement? Non, vous pouvez. Alors, ça vous embête pas? Si, parce que c'est un peu dangereux. Le pot d'échappement est chaud, il faut qu'on voit si on peut déconnecter avec un système chaud. Mais une fois de plus, je répète, hein, les normes... Non, mais ça vous dérange pas qu'on fasse notre propre mesure? Bah, faites votre propre mesure, ouais. Alors? Par contre, la fiabilité du système, une fois de plus, hein, vous voyez, vous avez un petit truc soi-disant étalonné. Moi, Alors, en regardant ça, regardez les pipoules, là. Ça monte. 1540 microgrammes par mètre cube. On est avec juste un point, parce qu'il y a quelque chose qui vient, et soyez clairs, je ne cherche pas, c'est un véhicule prototype qui est en cours de mise d'essai. Vous mesurez probablement aussi un peu d'ammoniac. Parce que pour l'instant, on est en cours de mise au point. Alors attendez, moi j'ai 1528, 1540 autour, quoi. C'est beaucoup, quoi. Non, je suis quand même surpris. Il faut les gens faire des calculs. 1540, ça fait beaucoup. Hein. 1500 microgrammes mètre cube, ça fait vraiment beaucoup. J'ai un peu mal à répondre. Parce que ça m'étonne. Mais il faudrait que je refasse les calculs rapidement. Mais est-ce que vous voulez qu'on fasse ça sur une autre voiture? Je pense qu'il n'y aura pas de raison que ça soit différent. Celle-là est meilleure que la véhicule Euro 5. Ah, ce sera pire sur l'autre. Bien sûr, on a un véhicule là qui est en gros 4 à 5 fois moins que le véhicule Euro 5. Mais pour les gens qui sont dans la rue, si on regarde le rapport de l'agence sanitaire, c'est des trucs dangereux quand même, oui, tout à fait, pour la santé. Alors c'est des trucs dangereux, je répète, on respecte des normes. Et ensuite, n'oubliez pas qu'il y a une grosse dilution. Non, je suis surpris de la valeur parce que j'ai fait un petit calcul rapide. Mais j'espère que vous êtes trompé dans votre calcul en fait tout à l'heure. J'espère que je ne me suis pas trompé parce que, comme vous dites, je suis précis. Mais ça m'étonne pas. Mais je répète, nous, on essaie de faire le maximum pour les enlever. On respecte les normes de dépollution de tous nos véhicules. Par contre, c'est vrai qu'on ne se pose pas ces questions en absolu de ce qui sort. Bon, bah vous voyez, c'est retombé complètement à zéro. Hein. Il est froid. Non, mais je... Ah, vous êtes d'accord? On est... Il est froid aussi. Bon. Non, mais je suis d'accord. Okay. Jusqu'au bout, l'expert maison a mis en doute les mesures de notre capteur. Mais après vérification, en aparté, Pierre Macaudière a eu l'honnêteté de reconnaître que non seulement notre appareil marchait, mais qu'en plus, nos chiffres étaient en deçà de la réalité. Voilà, et les chiffres que vous êtes vrais, j'ai été refaire un calcul, j'ai été isolé avec mon spécialiste en calcul. Effectivement, on a calculé par rapport au ppm qu'on vous mettait. Oui. On est bien à 1700. Voilà. Ok. Ce jour-là, les ingénieurs de PSA se sont un peu pris les pieds dans leurs calculs. Mais, promis juré, leur voiture respecte les normes de pollution. Quatre ans après, le constructeur est pourtant sur la sellette, soupçonné d'avoir trompé le consommateur. Les ennuis de PSA débutent à l'automne 2015. Quelques jours après l'annonce de l'affaire Volkswagen, Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement de l'époque, lance une opération transparence sur les voitures diesel. Pour ça, elle crée une commission d'enquête indépendante composée de représentants de l'administration, d'ONG et de parlementaires. Ces experts vont tester plus de 70 voitures de marque française ou étrangères et contrôler combien ces véhicules émettent de NOx sur route. Une première en France. Charlotte Lepitre est l'une des responsables de l'ONG France Nature Environnement. Pendant un an, elle a participé à l'enquête de la commission. Les résultats, elle les a suivis en temps réel. Pour distinguer les bons des mauvais élèves, elle a établi un classement des véhicules. En haut du tableau, les plus polluants. C'est assez incroyable de se dire qu'avant ces travaux-là, ces résultats n'étaient pas disponibles au public. Les pollutions de nos véhicules étaient calculées en laboratoire dans des conditions qui ne correspondent pas du tout aux conditions réelles. Ça vous paraît dingue, mais les constructeurs se sont tout simplement engouffrés dans les failles de la législation. C'est notre minute juridique. La réglementation européenne oblige les constructeurs à respecter les normes de pollution dans des conditions d'utilisation normales tout au long de la vie des véhicules. Or, jusqu'en septembre 2017, la même réglementation impose aux autorités de contrôler les véhicules
uniquement en laboratoire, dans des conditions qui ne sont justement pas normales. Pas comme si vous conduisiez sur une vraie route. Autant vous dire que le contrôle, ça faisait pas vraiment peur. Allez, retournons avec Charlotte Lepitre et son classement des bons et mauvais élèves du diesel. Dans la distribution des prix, PSA a droit à une mention spéciale. Sur 16 voitures Peugeot, Citroën qui ont été testées, il y en a combien qui respectent les normes d'oxyde d'azote sur route? Finalement, il n'y en a qu'une. Une seule sur 16 véhicules Peugeot Citroën qui va respecter la norme une fois sur route. Et ensuite, ça va à des écarts qui sont assez conséquents parce que, par exemple, la Citroën C4 Picasso, elle est à plus de 5 fois, presque 6 fois plus de pollution lorsqu'elle est sur route par rapport à la norme. Chez PSA, une voiture franchit allègrement la ligne jaune. Et on ne parle pas ici d'un vieux taco, mais d'un véhicule qui a moins de 3 ans, la Peugeot 5008. Sur route, ses émissions s'envolent. Elles dépassent 7 fois la norme d'oxyde d'azote. Nouveau SUV Peugeot 5008 avec 7 places. Entrée dans une nouvelle dimension. Ces résultats font l'effet d'une bombe. La justice prend le dossier en main. Une information judiciaire est ouverte le 7 avril 2017. PSA est soupçonné de tromperie aggravée sur ses émissions de polluants, ce qui aurait eu pour conséquence de rendre les marchandises dangereuses pour la santé de l'homme. D'après les enquêteurs, près de 2 millions de véhicules sont concernés. Le groupe risque une amende de 5 milliards d'euros. Après ces révélations, PSA peut-il encore nous vendre son diesel propre? Nous sollicitons les dirigeants du groupe pour une nouvelle interview. Au bout du fil, la responsable de la communication, Madame de Servigny. C'est elle qui nous avait autorisé à tourner chez PSA en 2013. Bon, vous vous souvenez, on s'était rencontrés il y a 4 ans? Oui, très bien. Je vous rappelle parce qu'on a repris notre enquête en fait depuis les révélations du Dieselgate et on aimerait vraiment avoir une interview de quelqu'un de chez vous. Franchement, on ne prendra pas la parole. Plus que ce qu'on a déjà fait, on n'a rien de plus à ajouter que ce qu'on a déjà dit. Il y a 4 ans, souvenez-vous, Madame de Servigny, Monsieur Chapelle, qui était avec nous et qui était le responsable des moteurs chez PSA, il nous avait dit lors de l'interview, le diesel tel qu'on le fabrique, il est propre, il n'a rien à se reprocher, ce diesel. Aujourd'hui, PSA est poursuivi pour tromperie aggravée et est accusé d'avoir fraudé sur près de 2 millions de véhicules, si vous voulez. Donc voilà, si je me permets de vous rappeler, c'est quand même que manifestement, entre la communication officielle que vous aviez il y a 4 ans et la réalité, il y a un gouffre. On dément toute stratégie frauduleuse. On confirme que nos véhicules ne sont pas équipés d'un logiciel qui serait susceptible de modifier les résultats des émissions. Moi, je vous dis, qu'est-ce que vous dites à des conducteurs qui veulent acheter des voitures très récentes, PSA, Peugeot, Citroën, là, et dont on dit clairement dans une commission indépendante qui est la commission royale, qu'elle dépasse de 5,7 ou de 7 fois la norme européenne sur les NOx. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, personnellement, je leur dis rien. Ils savent de toute façon tous que tous les véhicules qui ont été testés dépassent tous la norme. Et parce que c'est des conditions d'usage réelles. Donc on n'est pas les seuls. Hein. Je pense qu'on est plutôt les mieux placés d'ailleurs. Donc en gros, vous dites, oui, on n'est pas dans les normes, on a fraudé sur ces chiffres-là, mais on n'est pas les seuls à avoir fraudé. Quoi. De fraude. Il n'y a pas de réglementation. Il n'y avait pas de réglementation. Ah mais si, il y a une réglementation. Je vous dis, vous dépassez de 5,7 ou 7 fois la norme NOx européenne. C'est bien une réglementation européenne, ça. Mais sur le banc, elle ne dépasse pas la voiture. Non, mais moi, je vous parle de conditions réelles. Non, mais je vous parle de conditions réelles de conduite, très franchement. Enfin. Ah non, mais moi je vous. Comparer des cheveux et des carottes. Non, mais moi je vous. C'est pas le même thermomètre. Mais c'est normal.
système le plus efficace. Donc quand vous dites aujourd'hui, quand moi je vous dis qu'il y a 2 de vos voitures, la Citroën C4 Picasso qui émet 5,7 fois plus de NOx sur les routes, la Peugeot 5008 qui émet 7 fois plus de NOx sur route, vous vous dites c'est pas nos voitures qui vont pas, c'est le thermomètre qui va pas, il faut casser le thermomètre et il faut changer de thermomètre en gros. C'est ce que vous me dites? Parce qu'on a la meilleure technologie, donc on ne va pas changer la technologie. Au contraire, le problème, il est plus dans la procédure de mesure en homologation. D'accord. Voilà. Si vous êtes si sûr de vous, pourquoi vous ne nous réinvitez pas chez vous? Parce qu'on n'a rien de plus à ajouter par rapport à ce qu'on a déjà dit. D'accord, donc c'est fin de non-recevoir pour le tournage, on est d'accord? Pour l'instant, franchement, je ne vois pas ce qu'on a de nouveau à vous expliquer. D'accord. Merci Madame de Servigny, au revoir. PSA n'est pas le seul constructeur français dans la tourmente. Renault est lui aussi dans le collimateur de la justice. Sur les 12 modèles testés sur route par la commission d'enquête, aucun n'est dans les clous. Renault est très mauvais élève. Il n'y a aucun modèle diesel ici qui respecte les normes. Ils sont tous dans le rouge. Ils ont tous dépassé la réglementation une fois qu'ils sont mis en conditions réelles de circulation. Donc Renault, dans le top 5, est là 3 fois. Le best-seller de Renault, l'Espace, dépasse 9,2 fois la norme. La Capture, c'est plus de 11 fois. Il existe une sensation comme aucune autre. Et tout en haut du tableau, la Talisman, 11,6 fois la norme. Renault Talisman, maîtrisez votre trajectoire. Ce n'est pas tout. Les enquêteurs de la répression des fraudes soupçonnent le numéro 1 français de l'automobile d'avoir mis en œuvre de manière consciente et volontaire des stratégies frauduleuses. Il reproche à Renault d'avoir programmé ses systèmes de dépollution pour qu'ils soient super efficaces en labo et beaucoup moins sur la route. Près de 900 000 véhicules seraient concernés. Les secrets du constructeur, un ingénieur de chez Renault accepte de nous les révéler. Pendant plusieurs années, il a travaillé au service dépollution des moteurs. Pour protéger son identité, nous avons reconstitué l'entretien. Les voitures diesel sur lesquelles vous travaillez, elles ont toutes passé les tests d'homologation, mais vous saviez qu'elles ne respectaient pas les normes sur route? Ah, on s'en doutait bien, puisqu'on mettait le paquet sur le cycle pour réussir tout juste à passer les normes. Le seul objectif, c'est l'homologation. Le but, c'est de passer les normes sur le cycle d'homologation. En dehors du cycle, on ne regardait pas. Moi, je ne travaillais pas pour le diesel propre. Je travaillais pour un système qui était capable de dépolluer dans des conditions... Très particulières. Voilà, ce n'était pas notre préoccupation de dépolluer ce qui se passait en dehors. Même si vous travaillez dans la dépollution? Chez nous, dépollution égale homologation, c'était vraiment ça. Et pas forcément ce que les gens respirent dans la rue. Voilà, moi qui étais dedans, on n'avait vraiment pas le sentiment de tricher. J'ai envie de dire qu'on faisait aussi mal que les autres, en fait. On n'était pas parfait, on le savait pertinemment, mais on ne nous demandait pas de faire plus. Mais oui, vous avez bien entendu. Au service dépollution de Renault, on ne travaillerait pas pour le diesel propre. L'essentiel serait de passer les tests d'homologation avec succès. Et sur la route, pas de chichi, on se lâche carrément niveau NOx. Bon, plus sérieusement à ce stade, vous vous demandez sûrement pourquoi Renault est vertueux en laboratoire, mais pas sur route. Le problème, c'est que dépolluer ou conduire, il faut choisir. Et le constructeur a, semble-t-il, tranché. Accrochez vos ceintures, c'est un peu technique, mais ça vaut le détour. Les gaz qui sortent du moteur sont très chargés en oxyde d'azote. Ces NOx passent par un premier système de dépollution, la vanne EGR. Ensuite, les gaz tombent sur un deuxième filtre, le piège à NOx. Il est censé récupérer et stocker les oxydes d'azote. Quand le piège à NOx est plein, il doit se vider.
Régulièrement donc, il se purge et transforme les NOx en molécules inoffensives pour l'homme. Mais pour réaliser cette purge, le piège à NOx a besoin de carburant. Donc, si le piège à NOx est très sollicité, la voiture consomme plus. Elle est moins performante. Et ça pose un problème aux constructeurs. Ça aurait rendu la voiture sans doute pas agréable à conduire parce qu'on aurait eu un veau. Les systèmes de dépollution vont complètement à l'encontre de la performance du moteur. Le piège à NOx, il a besoin d'être purgé. Pour être purgé, on injecte de l'essence. Si je le purge moins, je n'injecte pas cette dose d'essence en plus, donc je consomme moins. Mais attention, si le piège à NOx ne se purge pas régulièrement, il n'est plus efficace. Les NOx toxiques s'échappent alors directement dans l'air que l'on respire. Les ingénieurs de chez Renault auraient choisi de limiter volontairement la fréquence des purges, et donc l'efficacité du piège à NOx. C'est l'avis des services de la répression des fraudes. Voici ce qu'ils écrivent dans leur rapport d'enquête. Renault a mis en œuvre de nombreuses règles techniques qui permettent de maximiser l'utilisation du piège à NOx lors du test d'homologation et d'en limiter drastiquement l'usage en roulage client. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que le piège à NOx de Renault ne fonctionnerait pas bien là où on en a le plus besoin, en ville, où la pollution est la plus importante. Eh oui, les enquêteurs de la répression des fraudes ont fait une autre découverte. Renault aurait programmé ses voitures de telle manière que si la vitesse est modifiée de plus ou moins 2 km/h lorsqu'une purge est lancée, cette dernière est stoppée. La phrase est un peu compliquée, mais vous allez comprendre. Nos purges, elles fonctionnent quand le moteur est relativement stable. Donc quand on n'accélère pas trop ou qu'on ne décélère pas trop. Exactement. Sinon, la purge est interrompue avant la fin. Du coup, la stratégie, c'est dès que le gars bouge la pédale, on n'est plus dans les bonnes conditions, du coup, la purge s'arrête avant la fin. Mais en ville, par exemple, on va changer beaucoup de vitesse parce qu'il y a des embouteillages, des feux. Donc dans les embouteillages, le système de dépollution fonctionne peu. Ouais, tout à fait. Si vous appuyez un peu trop sur le champignon ou sur la pédale de frein, fini les purges et les NOx s'envolent dans l'atmosphère, libres comme l'air. Pour faire marcher à fond le piège à NOx de votre Renault, il faudrait un monde rêvé avec des grandes plaines, des routes bien droites qui s'étendraient à l'infini. Renault Kadjar, vivez plus fort. Le 13 janvier 2017, une information judiciaire a été ouverte contre Renault pour tromperie. Face aux accusations, le PDG du groupe en personne se rend sur les plateaux télé. Carlos Ghosn tente d'éteindre l'incendie. Est-ce qu'il y a triche? Ça, c'est le point le plus important. Est-ce qu'un constructeur a triché? Réponse, non. Nous avons joué carte sur table. Nous avons reconnu qu'il y avait un certain nombre de moteurs en dehors des conditions d'homologation qui n'étaient pas aussi efficaces que d'autres. Nous avons amené les corrections et c'est ça qui est important. Promis juré, avec ces corrections, Renault va rentrer dans le rang. Dans un communiqué, la marque aux losanges s'engage à réduire les émissions d'oxyde d'azote de ses véhicules à partir de juillet 2016. Les Renault sont-elles aujourd'hui devenues propres? Nous voulons vérifier. Mais impossible de réaliser ce test en France. Nous partons à Berlin, à la rencontre d'Axel Friedrich, la terreur de l'industrie automobile. Durant plus de 20 ans, ce chimiste a traqué les polluants des moteurs diesel pour l'agence environnementale allemande. Aujourd'hui, il travaille pour une ONG qui passe au crible les constructeurs. Pour ça, il installe cette machine sophistiquée sur les véhicules qui mesure les niveaux de NOx.
Ça mesure en direct? Oui, c'est ça. Ce sont les émissions de NOx ici. C'est enregistré ici et ensuite on analyse. Allez hop, en route. Au volant d'une Renault Kadjar flambant neuve, mise en circulation en avril 2017, 9 mois après les promesses de Carlos Ghosn. Mais ça commence mal. On est à 300, 400. Et encore, on ne va pas très vite. Oui, 30 km/h là. Et une bonne voiture, dans ces conditions, elle émet 50, 60, pas plus. On se promène sur toutes sortes de routes, comme n'importe quel conducteur. Maintenant, on arrive en ville. C'est 50 la limite de vitesse. Et on est à 600, 700. Oui, c'est beaucoup. Pourtant, vous ne roulez pas comme un pilote de Formule 1 là. Non, je conduis très tranquillement. Bien moins vite que vous, les Français. Vous avez une conduite bien plus sportive. Sans être un chauffard parisien, Axel Friedrich arrive à exploser les compteurs. La concentration de NOx est de 1200. C'est très très haut. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire pour le système de dépollution, le piège à NOx? Ça veut dire qu'il ne fonctionne pas bien. Peut-être qu'il marche, mais il n'est pas très efficace. En tout cas, ce sont des concentrations de NOx inacceptables. C'est dangereux pour la santé. Après 40 minutes de balade, retour au point de départ. Un dernier coup d'œil au compteur de NOx, et là, même l'expert n'en croit pas ses yeux. Quelle est la concentration de NOx là? 600 ppm. Ce qui fait... Ça fait beaucoup. Mais on est au point mort, on n'accélère pas. Non, non. Et ça continue de monter? Maintenant, nous sommes à 650, 680. La même chose que sur l'autoroute tout à l'heure. C'est anormal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Demandez à Renault. Il y a visiblement un mystère autour de cette voiture. Axel Friedrich va calculer la moyenne des NOx émis par la Kadjar pendant notre balade et la comparer à la norme européenne, celle que les véhicules doivent respecter lors des tests d'homologation en laboratoire. Cette voiture a émis en moyenne 720 mg de NOx par kilomètre. C'est 9 fois la limite. Et cette voiture est toute neuve. C'est pas une vieille voiture, hein. Elle a à peine 1 mois. Renault doit rendre cette voiture propre. Renault est obligé d'améliorer cela, de faire vraiment quelque chose. C'est incroyable. Rappelez-vous, c'est justement ce que Renault avait promis quelques mois plus tôt. Améliorer son système de dépollution pour réduire drastiquement les émissions d'oxyde d'azote. Nous avons plein de questions à poser aux dirigeants de Renault. Mais depuis des mois, ils refusent nos demandes d'interview. Ça doit être la mode dans le secteur. Coup de peau, à Francfort se tient le salon de l'auto. La grand-messe des constructeurs. Sur les podiums, place à l'électrique et aux zéro émission. Chez les marques, c'est la course à celui qui sera le plus vert, le plus écolo. Comme si les véhicules diesel faisaient désormais tâche. Évidemment, chez Renault aussi, on fredonne cette mélodie. Bienvenue mesdames et messieurs, nous sommes très fiers de vous présenter la Renault Symbiose. Renault Symbiose. La Symbiose, un nouveau prototype 100% électrique, présenté par le numéro 2 du groupe en personne, Thierry Bolloré. La nouvelle Symbiose est propre, elle est électrique et sa batterie se charge en moins d'1 heure. La séance photo se termine, on en profite pour aller poser nos questions. Désolé, nous, ce sera sur le diesel. Bonjour Monsieur Bolloré, Jules Giraudat, France 2. Une question sur vos voitures diesel. Oui. On a testé une Renault Kadjar d'avril 2017, donc une voiture quasiment neuve.
et elle émet sur route 9 fois plus de NOx que la norme européenne. Comment vous expliquez ces écarts? Je pense que si ça vous intéresse que je vous donne des détails sur cette affaire-là, vous pouvez en avoir sans aucun problème. Ça fait plusieurs mois qu'on vous demande une interview, monsieur Bolloré. C'est pour ça que je viens. Déjà répondu. Vous avez déclaré en juillet 2016 que vous alliez améliorer vos émissions d'oxyde d'azote sur vos voitures diesel. On a testé une voiture d'avril 2017. Elle émet toujours 9 fois plus que la norme. Comment vous expliquez? Pourquoi vous ne voulez pas répondre sur les voitures diesel? Vous avez parlé beaucoup d'électrique aujourd'hui, mais on a l'impression qu'il y a un problème quand vous parlez de diesel. C'est peut-être nos questions, le problème. Mais pas facile de trouver quelqu'un chez Renault qui ait un avis sur le sujet. Vous êtes directeur de la communication Europe de Renault? Oui, tout à fait. Bon, il faut qu'on se parle, je travaille pour une émission qui s'appelle Cache Investigation sur France 2. Oui. On vous a fait de nombreuses demandes d'interview. J'en doute pas une minute. Vous avez toujours refusé? Non, c'est pas le temps, c'est juste maintenant, on est en retard déjà, ça passe comme par hasard. Non, je vous assure que c'est vrai. Mais je suis désolé, je peux même pas vous poser de questions. Mais je suis en retard là en fait, on est déjà... Écoutez, c'est très simple. Est-ce que vous avez amélioré vos systèmes de dépollution après le Dieselgate? Je vais vous amener avec quelqu'un qui pourra vous répondre. Cache Investigation. Là, je suis occupée. Ah, mais personne ne peut me répondre alors. Bonjour monsieur. Bonjour, moi c'est pareil. Vous êtes vice-président de Renault? Beaucoup de ces véhicules sur route dépassent 5, 8, jusqu'à 11 fois les normes de NOx. Comment vous expliquez de tels écarts? Honnêtement, je ne peux pas vous expliquer. Je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça. Mais je vous peux vraiment pas. Mais vous avez un avis en tant que vice-président de la stratégie de Renault? Je n'ai pas d'avis sur le diesel ni sur les... Puis on attend patiemment que M. Bolloré finisse sa longue série d'interviews pour retenter notre chance. Monsieur Bolloré, vous accordez des interviews à tous les autres médias sauf Cache Investigation? Mais parce que vous l'avez déjà eu? Non, jamais, jamais. On dirait qu'il y a un problème avec nos questions. C'est le fait de parler du diesel qui vous embête? C'est un sujet de santé publique, les NOx ça tue, vous le savez. Est-ce que Renault a triché sur ses voitures diesel? Ah oui, c'est ça. On avait eu toutes les réponses. On n'a eu aucune réponse. Votre directeur de la communication a refusé toute interview. Monsieur Bolloré. Bon, décidément, personne ne veut parler. Alors, désolé, on va vous lire le communiqué officiel. Renault affirme qu'aucun de ses services n'a enfreint les règles européennes ou nationales relatives à l'homologation des véhicules. Et précise que ces véhicules ne sont pas équipés de logiciels de fraude aux dispositifs de dépollution. Le diesel n'est pas simplement une histoire de logiciels truqués, de mécanique, de tromperie. C'est aussi et surtout un enjeu de santé publique qui nous concerne tous. Vous l'avez compris, les NOx sont des gaz hautement toxiques qui ont une propriété. Dans l'atmosphère, ils se transforment en particules fines. Vous savez, ces micro-poussières qui sont responsables de maladies respiratoires chroniques et qui peuvent provoquer des cancers. Une pollution invisible qui fait chaque année des dizaines de milliers de victimes. Il y a 4 ans, nous avions rencontré Farida et Benaouda Reski. Leurs enfants étaient gravement malades à cause de la pollution atmosphérique. Bienvenue à Paris. Porte de Bagnolet. Son périphérique, ses autoroutes et ses riverains. Non, ça, ce n'est pas un mur anti-bruit, c'est un immeuble. D'ici, les habitants ont une vue imprenable sur la bretelle d'accès au périphérique. C'est le cas de la famille Reski. Quand on ouvre la fenêtre de la cuisine, la pollution chez eux, on l'entend et on la voit. Ce qu'on voit là sur la fenêtre, c'est de la poussière noire. Ouais. Ça revient tout le temps, ça? Tout le temps. On nettoie toutes les semaines et toutes les semaines c'est pareil. Et ça rentre aussi dans votre... Ça rentre là. Par exemple là. Vous avez dans le salon, dans la chambre. Là, on est dans le salon. Moi, j'ai des rideaux blancs. C'est pas des noirs, comme vous le voyez là.
C'est en 2009 qu'ils ont emménagé dans ce logement social parisien. Avant de mettre les pieds dans cet appartement, leur fille aînée, Shainez, n'était pas malade. Depuis, elle est asthmatique et abonnée au nébulisateur. Il y a le masque. Ouais, montre-nous, mets-le. Comment tu le mets? On le met. Et ici, ils mettent le médicament pour qu'on respire bien. Quand est-ce que tu dois faire ça? Quand je tousse. Quand tu tousses beaucoup? Oui. La dernière fois où tu as utilisé le masque, c'était quand? C'était quand j'avais... Il y a 3 jours, ouais. Quand je toussais. Elle a fait une crise d'asthme et on a mis la machine, quoi. On a profité, on a fait des photos pour les envoyer à la RIVP. La RIVP, c'est le propriétaire du... Voilà, je suis le bailleur, c'est le bailleur. Ouais. On a fait des photos autour de la fenêtre aussi. Ça, c'est Iliana, c'est la petite dernière. Ouais. Elle a aussi la machine. Hein. Ah oui, il y a 2 machines. Voilà, les filles sont vraiment malades, quoi. Pour avoir le droit de vivre et de tousser dans ce 2 pièces cuisine, la famille paye 650 € par mois. Pendant combien de temps elle va respirer ça? Pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ça arrive souvent d'être obligé de lui faire prendre le traitement? Oui, surtout en hiver, en fait. Elle a beaucoup plus de mal qu'en été. Là, c'est régulier, en fait. Sauf quand elle a des crises d'asthme, c'est 2 fois par jour, mais sinon, c'est 1 fois par jour. On n'arrête pas le traitement. Ce qui m'inquiète, c'est que sa sœur, là, elle est en train de faire les mêmes choses quand elle commence. Elle débute comme Shainez. Elle est en train de suivre le même chemin. Et pendant combien de temps? Des années comme ça, avec les machines? C'est pas possible. L'hôpital Trousseau, à Paris, Shainez en connaîtra bientôt les couloirs par cœur. C'est ici que ses problèmes d'asthme sont suivis. Tous les 6 mois, elle y vient pour un contrôle. Elle toussait ou elle sifflait? Elle tousse. Elle tousse. Oui. C'est plus de la toux oui. Que des sifflements qu'elle prend. Oui. Ok. Mais tu es toujours un petit peu essoufflé, gêné pour respirer quand tu cours. D'accord. Des traitements comme celui que Shainez doit suivre, ça coûte très cher à la collectivité. En ouvrant, on met devant les dents, tu me donnes la petite pince. Allez, vas-y, go. Allez, vas-y, c'est super. Bravo. C'est parfait comme ça, tu continues. Selon les études, la seule pollution aux particules ultra fines coûterait entre 450 et 860 € par an et par habitant. Les conséquences pour la santé, ici on les connaît très bien. Le professeur Juste dirige le centre de l'asthme et des allergies de l'hôpital Trousseau. Lorsqu'il y a des pics de pollution, vous avez plus de consultations aux urgences des patients asthmatiques, plus de consultations médicales, plus d'utilisation de traitements secours bronchodilatateurs. Ça a été montré expérimentalement que certains types de pollution, comme la pollution diesel et particules, pouvaient entraîner des modifications immunes et fabriquer donc des anticorps allergiques. Donc créer de nouveau une allergie. Donc pas seulement de l'asthme, mais également l'allergie, notamment les allergies au pollen. Allez, on est parti. Des perspectives inquiétantes pour la santé des enfants comme Shainez, qui grandissent dans une soupe de polluants. À force de courir les salles d'attente, sa maman sait bien qu'il n'existe qu'un seul remède, le déménagement. Il disait quoi, le docteur? Il vous conseille aussi de changer? Oui, de changer d'appartement. Comme tous les autres médecins, même dans les hôpitaux, ils m'ont tous donné le même conseil, quoi. J'ai fait une demande, ça fait 3 ans, avec les certificats médicaux de Shainez et tout ça, et on attend toujours. Elle n'est pas la seule à recevoir le même conseil. Il suffit d'aller poser la question à l'assistante sociale de l'hôpital pour en avoir la confirmation. La famille Reski est sur une longue, très longue liste d'attente. Pour un changement de logement comme ça, il faut compter entre 8 et 10 ans. 8 et 10 ans? Ouais, c'est super compliqué.
C'est très très compliqué, malgré les certificats médicaux, malgré les situations, l'état médical des enfants, malgré les demandes des parents, les demandes de renouvellement, malgré nos courriers à nous. Il y a tellement une pénurie de logements en Ile-de-France que du coup, cette famille elle est logée, certes dans des conditions qui sont catastrophiques, mais au moins elle a un toit et voilà, je pense qu'ils sont un peu dans cette optique-là et malheureusement, il n'y a que l'attente et refaire des demandes de logement sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je vous remercie, Je vous bonne en journée. prie, vous aussi. On ne sait pas trop si c'est à cause de notre caméra ou si c'est juste une heureuse coïncidence. En tout cas, la famille Reski a été relogée un peu plus loin du périph' depuis ce tournage. Aujourd'hui, les problèmes respiratoires de Chahinez sont un lointain et mauvais souvenir. Peu de temps après avoir déménagé, son asthme s'est subitement évaporé. La pollution atmosphérique tue. C'est aujourd'hui la 3e cause de mortalité en France. D'après l'Agence nationale de santé publique, il y aurait 48 000 décès prématurés par an liés à la pollution aux particules fines. Mais une question demeure en suspens. Quel est le coût humain du Dieselgate ? Combien de personnes sont mortes prématurément à cause de nos voitures diesel trop polluantes ? À Boston, sur la côte est américaine, une équipe de chercheurs du MIT, l'une des plus prestigieuses universités au monde, a décidé de compter les victimes du Dieselgate. Leur étude vient d'être présentée à une grande revue scientifique américaine. Ils ont accepté de nous livrer leurs conclusions en avant-première. Vous allez bien? Ça va bien, vous? Ouais. Guillaume Chaussière est le français de l'équipe. Il a réalisé l'enquête qui risque de faire trembler l'industrie automobile. Pour calculer le bilan humain du scandale, Guillaume Chaussière et ses collègues ont fait parler les statistiques. Leur but, évaluer la probabilité de développer une maladie mortelle pour les personnes qui respirent les excès de NOx. Selon votre étude, quel est l'impact sanitaire du Dieselgate en France? D'après nos calculs, en France, le nombre de morts prématurées par an qu'on a calculé du coup pour 2015 s'élèverait à 550 pour la France seule, sur un total de 4000 à l'échelle de l'Europe. C'est 550 morts prématurées, donc gens qui auraient dû vivre plus longtemps et dont la vie a été abrégée par les excès de NOx. Combien de ces décès seraient liés aux voitures françaises qui, sur route, dépassent les normes d'homologation ? Les chercheurs du MIT ont pu établir une estimation constructeur par constructeur. D'après leur étude, les seules voitures Peugeot et Citroën auraient causé 50 décès prématurés en France en 2015 et 140 en Europe. Pour les véhicules Renault, le calcul des chercheurs est encore plus alarmant. On a estimé que Renault en France causait à peu près 140 morts prématurées en 2015. Et si on étend à l'Europe, on a estimé que l'impact sanitaire de Renault en Europe s'élevait à 670 morts prématurées. Et ce sont donc des gens qui vont mourir plus tôt que leur espérance de vie à cause des excès de NOx par les voitures Renault. Mais on le sait, une voiture Renault ne roule pas que 1 an, elle va rester en moyenne 12 ans sur les routes. Voilà, et donc les voitures Renault qui émettent trop de NOx en 2015, elles en émettront aussi trop en 2016 et en 2017. Et donc le problème tel qu'il est quantifié en 2015, naturellement, se prolonge sur les années suivantes. À moins que vraiment, activement, on retire toutes les voitures de la flotte, ce qui paraît assez improbable. À en croire les calculs des chercheurs de MIT, si rien n'est fait dans un avenir proche, le bilan pourrait se compter en milliers de décès prématurés. Après des années de silence, les victimes de la pollution atmosphérique commencent à se mobiliser. Une trentaine de malades a décidé de mener une action inédite. Ils poursuivent l'État en justice pour carence fautive, coupables à leurs yeux de ne pas avoir suffisamment lutté contre ce fléau.
Nous avons réuni 4 d'entre eux. Rachid, Clotilde, Renaud et Sandrine. Certains souffrent de problèmes respiratoires aigus. D'autres portent la voix de leurs enfants malades. Leur objectif, faire condamner l'État. Ils lui reprochent notamment son laxisme vis-à-vis des constructeurs automobiles. Pourquoi aujourd'hui vous entamez cette procédure? Pour interpeller. Pour interpeller, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra faire bouger les choses. On se sent méprisé en tant que victime, en fait, parce qu'on parle des méfaits du tabac, de l'alcool, des accidents sur la route, mais des victimes de la pollution. Les gens qui sont à l'hôpital, qui se font des crises d'asthme, les gens qui meurent, ça, on ne les voit pas, en fait. Vous voyez, on ne voit pas les victimes. Je n'ai pas du tout l'air malade, mais je le suis. La pollution me rend malade, me tue à petit feu. Et voilà ce que ça fait sur moi. Parce qu'effectivement, ni vous, on ne voit pas. Même sur vos enfants, on ne voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on n'est pas atteint. Le problème, c'est que j'ai 2 enfants de 4 et 8 ans et qui sont malades depuis plusieurs années. Ça s'aggrave et toute la nuit, on se réveille parce que vous avez l'impression qu'ils vont s'étouffer. Et puis voilà. Et j'étais pas conscient, comme tout le monde, moi le premier, j'étais pas conscient de la pollution, absolument pas. Je m'en contrefichais d'ailleurs, même pour vous dire. C'est quand vous le vivez que vous comprenez à quel point on est empoisonné tous les jours. Pour Clotilde, Renaud, Rachid et Sandrine, une certitude. Leurs maladies sont intimement liées à la pollution des moteurs diesel. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, l'État a poussé en vous disant que le diesel était sain, que c'était une technologie française. On l'a mis en avant et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec les scandales Volkswagen, Renault, Peugeot, etc., on se rend compte que non, bah finalement, c'est... On a été dupés, voilà. on nous a menti. Donc la responsabilité de l'État est engagée. Il faut quoi? Il faut 200, 300 000 morts par an de la pollution pour que ça bouge plus vite. On est très faible aussi dans les mesures d'urgence à prendre. C'est aussi parce qu'on n'a pas poussé les constructeurs à faire d'efforts. Au contraire, on a fermé les yeux, on a fait semblant de ne pas voir que les émissions n'étaient pas... Mais enfin, ouais. Et juste maintenant, on est au pied du mur, on ne peut plus attendre. Je ne vois pas au nom de quoi on devrait supporter ça et interdire à nos enfants de courir et interdire à nos personnes âgées de sortir et tout ça pour que chacun puisse prendre sa voiture et que les camions puissent tranquillement traverser les villes. Bah non. La procédure judiciaire contre l'État vient à peine de débuter. Elle mettra certainement des années à aboutir. Depuis le scandale Volkswagen, les pouvoirs publics semblent enfin décidés à agir, comme s'ils prenaient conscience du problème. Pourtant, cela fait bien longtemps que les autorités le savent. Les véhicules diesel sont dans le rouge. En 2012, la Commission européenne décide de faire tester les voitures diesel sur route. Oui, vous avez bien entendu. Des tests sur route 3 ans avant le Dieselgate. 3 ans avant les travaux de la commission d'enquête française. C'est ce que nous avions révélé dans notre précédent numéro de Cash. Nous étions partis en Italie, à la rencontre de Pierre Bonnel, l'un des chercheurs de la Commission européenne, pas franchement à l'aise pour parler de ce dossier ultra sensible. Voilà comment il se déroule. Vous voyez que le véhicule est donc sur un banc à rouleau. C'est une Peugeot 3008 hybride diesel, modèle récent, Euro 5. Retour au labo. Sur l'ordinateur de Pierre Bonnel, les résultats viennent de tomber. C'est pas glorieux. Mais malheureusement, il a l'habitude. Ça donne quoi? Je suis... Ce que ça donne pour les autres véhicules diesel Euro 5 en termes d'oxyde d'azote. Rien de... C'est-à-dire, on est à 4... sur ce parcours-là, plus de 4 fois la limite. Au lieu d'être à 0,18 g par kilomètre d'oxyde d'azote, vous êtes au-delà de 0,7 g par kilomètre. Sur l'intégralité du parcours. Donc on est à 4 fois... Au-delà de 4 fois. Pierre Bonnel a fait subir le même test à d'autres marques, Renault ou Volkswagen par exemple. Elles ont toutes été recalées. Chaque plot là, c'est un véhicule testé chez vous, c'est ça? Testé chez nous sur route. Vous avez donc chaque barre qui représente un véhicule. D'accord. Donc la barre représente la moyenne des résultats. D'oxyde d'azote, toujours. C'est la ligne rouge là? C'est la ligne rouge. Et ça, c'est la limite d'Euro 5 aujourd'hui. Voilà. Il n'y en a pas un qui la respecte là? Sur route, non.
Et donc le véhicule qu'on a testé aujourd'hui se situe dans la moyenne des autres véhicules. Parce que tous ces véhicules-là, ce sont des véhicules circulants. Ouais. Et ils vont circuler encore quelques années, parce que Euro 5, ils viennent d'être produits. Ouais. Donc ils sont encore sur les routes pendant quoi, 10, 15 ans Imaginez, un véhicule reste sur la route pour 7 à 10 ans en Europe, en effet. Le système est un peu dévoyé quand même, parce qu'on dope, on triche sur les cycles, on tourne autour du cycle. Comment on pourrait qualifier ça en langage commun? Moi, je souhaite pas, si vous voulez, je souhaite pas commenter la nature des procédures d'homologation et la manière dont elles sont appliquées. Les procédures d'homologation, elles sont là. C'est pas notre rôle de commenter ça. Ces résultats préoccupants, la Commission européenne n'était pas la seule à les connaître. Les États membres, comme la France, étaient aussi parfaitement au courant. Un homme a tout fait pour les alerter. Janez Potočnik. De 2010 à 2014, ce Slovène est commissaire européen à l'environnement, chargé de contrôler la pollution atmosphérique. Quand avez-vous découvert que les voitures diesel dépassaient les normes européennes de NOx sur la route? Je l'ai appris au tout début de mon mandat. En 2010? Oui, à la fin 2010. Et j'ai parlé pour la première fois publiquement de ce problème au Parlement européen le 22 mars 2011. Je m'en souviens très bien car c'était mon anniversaire. Les gouvernements des pays européens étaient au courant? Oui, je pense qu'ils étaient au courant. C'était public. Si quelqu'un prétend qu'il n'était pas au courant, il n'a aucune excuse. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi personne n'a réagi après mon premier discours. Pourquoi personne n'a réagi alors que c'était tellement évident que nous avions un gros problème. Pourquoi on ne s'en est pas préoccupé en 2011, en 2012, en 2013 ? On réagit aujourd'hui pas parce que l'on se préoccupe de la qualité de l'air, mais uniquement à cause du Dieselgate. Sans le scandale, rien n'aurait bougé. C'est quand même malheureux d'avoir perdu autant de temps, non ? Janez Potočnik et la Commission européenne ne se sont pas contentés d'alerter les États européens. Ils les ont sommés d'agir contre les constructeurs. C'est ce que nous révèle ce courriel confidentiel émanant de la Commission européenne. Adressé notamment au ministère de l'Environnement français, il date de mai 2012, 3 ans avant le scandale du Dieselgate. Bruxelles affirme qu'en cas de non-respect des normes, il doit y avoir des conséquences très claires pour le constructeur. Au moins un retrait de l'homologation, voire des pénalités financières dans les cas les plus graves. Pourquoi le ministère de l'Environnement a-t-il attendu le scandale Volkswagen pour réagir? Ségolène Royal a été ministre de l'Environnement à 2 reprises sous la Ve République. Oui, ça va bien. Désolé, hein, mais là, on est en pleine canicule. En particulier de 2014 à 2017, en plein scandale du diesel. C'est elle qui a lancé la commission d'enquête indépendante. Interview Ségolène Royal première. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour la première fois, une trentaine de victimes de la pollution atmosphérique en France viennent d'attaquer l'État en justice pour négligence. En tant qu'ancienne ministre de l'Environnement, est-ce que vous vous sentez en partie responsable ? Je pense avoir fait beaucoup plus que ce qui avait jamais été fait dans ce domaine. Et quand j'ai vu le scandale Volkswagen, j'ai fait ce qu'aucun autre ministre, et même contre l'avis de mon Premier ministre de l'époque, de Manuel Valls, j'ai mis en place cette commission qui a fait toute la lumière et qui a ensuite été reprise par d'autres pays et qui a aussi mis en défaut des constructeurs français. On aurait pu dire c'est Volkswagen, c'est pas nous, tant mieux, ça fera de la concurrence positive pour nos marques et on ne bouge pas. Alors justement, ça, c'est pas mon tempérament. Donc j'ai bougé assez vite. Mais je vous pose la question parce que plus globalement, très franchement, et là je ne parle pas que de vous, on a souvent eu le sentiment, Ségolène Royal, que
que c'est difficile pour les pouvoirs publics d'aller à l'encontre des intérêts des constructeurs français. Oui. Il y a des sortes de conflits d'intérêts. Un peu, c'est vrai. Enfin, un conflit d'intérêts. Disons qu'il y a le chantage à l'emploi. Mais vous nous dites clairement qu'il y a eu du chantage à l'emploi de la part des constructeurs. Ben oui. Et qu'ils ont freiné toute évolution vers des voitures moins polluantes. Ben bien sûr, il y a un lobby, en mettant en avant le chantage à l'emploi. Mais légitime, hein. Il y a un lobby du diesel qui dit, moi, je vous préviens, hein, si vous prenez des mesures trop draconiennes, je ferme mon usine et je mets tout le monde sur le carreau. Mais bien sûr. Si vous le voulez bien, on revient à votre commission d'enquête. Et on revient notamment aux résultats de cette commission d'enquête. Oui. Les résultats sont très inquiétants. Sur 76 modèles de voitures diesel qui roulent en France et qui ont été testés dans des conditions réelles de circulation, 73 ne respectent pas les normes européennes d'émissions d'oxyde d'azote, les fameux NOx. Ça représente plus de 5 millions de véhicules qui roulent en France. Franchement, est-ce que vous vous attendiez à ces résultats? Absolument pas. Pas du tout. Non. Vous êtes tombé de l'armoire, comme on dit. Je découvre le problème. J'arrive, je suis ministre. Je suis hallucinée. Vous savez, pour agir, encore faut-il connaître les choses. Comment voulez-vous? Vous imaginiez, vous, que les gens trichaient, fraudaient? Vous êtes sûr? Vous n'étiez pas au courant avant? Vous n'avez pas regardé Cache Investigation? Malheureusement. C'est dommage. Ministre de l'Environnement, Cache Investigation sur le diesel. Non, parce que je pense que vous aviez vu les choses avant. Parce qu'en janvier 2013, nous, on avait tourné au centre de recherche de l'Union européenne qui teste les émissions de NOx, donc d'oxyde d'azote des voitures. Et regardez ce qu'on a vu. Donc là, on est en janvier 2015. La manip n'est pas montée pour nous. C'est pas glorieux. Mais malheureusement, il a l'habitude. C'est fou, hein. Pierre Bonnel a fait subir le même test à d'autres marques. Sur ce parcours-là, plus de 4 fois la limite. Ça, c'est en quelle année, ça, 2000... Ça, c'est nous, en 2013, janvier 2013. La répression des fraudes ne se saisit pas du sujet? Tout début de l'année 2013, donc vous voyez, on est 2 ans avant le scandale Volkswagen. Le service compétent, c'est le service du ministère des Finances, le service de la répression des fraudes, qui n'a pas, à ce moment-là, en 2013, fait son travail par rapport à ce que vous aviez démontré. On revient à la chronologie. Depuis au moins 2012, la Commission européenne savait que la majorité des véhicules en Europe dépassaient les normes d'oxyde d'azote sur route, et notamment des véhicules Renault et PSA. Et à l'époque, le ministère de l'Environnement en France a été informé par la Commission européenne. Non, ce sont vos prédécesseurs, Nicole Bricq, Delphine Bateau, Philippe Martin, qui étaient en poste à ce moment-là. Mais ça veut dire qu'ils ont eu tout le dossier de la Commission européenne. On est en 2012, on est d'accord, ils l'ont eu. C'est transmis. Et surtout le service, et surtout le ministère des Finances. La répression des fraudes. Le ministère de l'Environnement aussi. Oui. Environnement et Finances, parce que c'est Finances qui saisit la justice. Moi, pas que le ministère des Finances. Regardez, je vous montre 2 documents. Ça montre qu'effectivement, ici, vous avez la date. Hein. Les tests ont été donnés le 24 mai 2012. Donc, 24 mai 2012, ça, c'est la date à laquelle le rapport est rendu public. Et ensuite, là, vous me dites, c'est surtout le ministère des Finances. Moi, je vous dis, non, regardez, c'est écrit là. Toutes ces informations sont transmises au ministère du Développement durable. .gouv.fr. On est bien en France, donc c'est bien là. Et franchement, j'étais pas ministre là. Si vous voulez que je vous dise que je me sens coupable de ne pas avoir fait quelque chose au courant duquel je ne suis pas, non, je ne vous dirai pas ça. Ah bah attendez, mais non. La Commission demande clairement au gouvernement d'agir. Elle affirme si au final le non-respect des normes est confirmé, il doit y avoir des conséquences très claires pour le constructeur. Au moins un retrait de l'homologation, voire des pénalités financières dans les cas les plus graves. Donc, pas de doute, à ce moment précis, le ministère du Développement durable est prévenu par la Commission européenne qui demande des sanctions et rien ne se passe. Oui. Vous avez raison, c'est pas normal. Rien ne se passe. Non. Quand j'arrive, quelque chose se passe. Pardon de dire ça, mais quand vous arrivez, quand le scandale Volkswagen arrive. Oui. Parce que, pardonnez-moi, vous êtes arrivé, mais pendant quelques mois encore, rien ne s'est passé. Quelques mois, c'est mieux. Oui, d'accord. Mais enfin, pendant quelques mois, moi, je réagis. Et grâce à moi, je change les normes. Grâce à moi, il y a des recours au pénal contre les constructeurs. Mais pourquoi le ministre... ça, bon, ça, je ne l'ai pas eu quand je suis arrivée dans la masse des choses. Mais du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça aurait pu, les gens auraient dû réagir déjà. Donc là, vous dites faute? Oui, faute. Inertie, je dis plutôt. Inertie et lobby automobile. L'inertie, une tradition française qui risque de nous coûter très cher. Depuis 2008,
la France est poursuivie par la Commission européenne pour violation des niveaux de qualité de l'air. Plus de 19 métropoles respirent un air dangereux. L'État pourrait avoir à payer une amende de plusieurs centaines de millions d'euros. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, là où le Dieselgate a débuté, les autorités n'ont mis que quelques mois à réagir au scandale. Moins accros au diesel, elles ont même pris une décision historique, mettre les véhicules truqués hors d'état de nuire. Nate adore les bagnoles, une passion décidément assez répandue en Amérique du Nord. Mais c'est un oiseau rare, il ne jure que par une seule marque, Volkswagen. Il tient un garage en banlieue de Baltimore. Et en se rendant au boulot, Nate a fait une découverte qui l'a estomaqué. Tous les jours, j'emprunte une autoroute pour aller au travail. Et je voyais tous ces camions qui transportaient des voitures Volkswagen diesel. Et comme je suis un fan, que je suivais le scandale, je me suis demandé où allaient toutes ces voitures et combien il y en avait. Un dimanche où il pleuvait et on n'avait rien à faire avec ma copine, on a cherché et on les a trouvés. En suivant les camions, Nate débarque dans une zone industrielle jouxtant le port de Baltimore. Et là, ce fan de la marque allemande découvre un paysage surréaliste. Un cimetière de Volkswagen à ciel ouvert. Quelle a été votre réaction quand vous êtes arrivé ici? J'étais extrêmement surpris de voir autant de véhicules. Dans tous ces parkings, il y avait tant de voitures, les unes derrière les autres, pare-choc contre pare-choc. On a fait le tour de la zone industrielle et on a trouvé un autre parking, puis encore un autre, puis encore un autre. C'est sans fin. Ouais, c'est ça. Toutes ces voitures ont été truquées et sont désormais le fardeau de Volkswagen. Aujourd'hui, le groupe aurait près de 500 000 véhicules bloqués sur des parkings aux quatre coins des États-Unis. La justice américaine a frappé fort, obligeant le géant allemand à proposer à ses clients de racheter leurs voitures, mais aussi de leur verser une indemnité. Au total, pour chaque consommateur, un chèque de 5 à 40 000 $. Forcément, à ce prix-là, la plupart des clients ont accepté. En tant que fan de Volkswagen, ça vous fait quoi de voir toutes ces voitures neuves parquées ici? C'est vraiment dommage. C'est du gâchis. Je sais qu'ils ont triché et que c'est grave cette affaire de pollution. Mais en même temps, il y a toutes ces voitures ici en bon état. Les gens qui les ont achetées devaient les aimer. Ils ont accepté de les revendre car la proposition était imbattable. Maintenant, ces voitures attendent ici leur tour pour partir à la casse. Tant que ces voitures ne respecteront pas les normes, le constructeur ne pourra pas les revendre. Et chaque jour qui passe, Volkswagen doit verser des sommes colossales pour occuper ses parkings. Au total, le groupe allemand a payé 5 milliards de dollars d'amende au gouvernement et 15 milliards pour ses clients. Une facture astronomique, à cause notamment d'un homme, Michael Osfeld. Cet avocat de Washington est l'un des plus réputés des États-Unis. Sa spécialité, les combats contre les multinationales. Dans le dossier Volkswagen, il fait partie de l'équipe de juristes qui représente les quelques 500 000 clients floués. Vous avez été surpris par le montant de l'amende? 20 milliards de dollars.
Tout à fait. Avant de frauder, Volkswagen a fait une analyse des risques. Comme toute entreprise, ils se sont dit combien on va gagner et combien on va devoir payer si on se fait attraper. Leurs avocats avaient tablé sur une amende de quelques dizaines de millions de dollars aux États-Unis. Pas plus. Alors vous imaginez que Volkswagen n'avait jamais anticipé un tel montant. Aujourd'hui, Michael Osfeld s'engage dans un nouveau combat. Défendre les clients de Volkswagen, mais cette fois-ci en Europe. Sur le vieux continent, 8,5 millions de voitures truquées sont toujours en circulation. Il n'y a aucune raison, vraiment, que les Européens respirent de telles quantités d'oxyde d'azote et qu'ils soient traités différemment que les Américains. Ces voitures ne devraient tout simplement pas être sur la route. Cette fraude est d'une gravité inouïe. Ce ne sont pas seulement des millions de clients qui ont été trompés, mais aussi de nombreux citoyens européens qui pourraient voir leur vie abrégée à cause de la cupidité de Volkswagen pour vendre plus de voitures. En France, une information judiciaire a été ouverte contre le constructeur allemand. D'après les enquêteurs, plus de 946 000 voitures truquées auraient été vendues dans l'Hexagone. Des véhicules Volkswagen, bien sûr, mais aussi Audi, Skoda et Seat. 3 autres marques du groupe. Dans cette affaire, les clients français pourraient sacrément alourdir la facture. Plus ils seront nombreux à porter plainte, plus l'amende sera élevée, jusqu'à 19 milliards d'euros. Pour éviter à tout prix cette sanction record, le groupe s'est lancé dans une guerre psychologique. Dissuader les clients de porter plainte. La stratégie est détaillée dans ce courriel confidentiel. Il émane du service juridique de Volkswagen France. Il s'adresse à tous ses dirigeants. Ça pourrait s'appeler « Comment décourager mon client mécontent ». Étape 1. Systématiquement refuser à l'amiable de reprendre le véhicule et ou d'accorder des dommages et intérêts. Étape 2. Pour les clients les plus tenaces, nous étudions systématiquement à l'amiable une possibilité de transaction, avec la volonté d'éviter les assignations en justice. Résultat, le client découragé finit par accepter la solution technique. La solution technique. Ça sonne bien, non? Mais selon certains experts, ce réglage des systèmes de dépollution serait sans garantie de succès. Service après-vente Volkswagen, le temps passe, votre voiture reste. Nous montrons le courriel de Volkswagen France à Michael Osfeld. Le but de cette stratégie, c'est de tromper le plus de clients possible. Si Volkswagen a dû payer aux États-Unis 16 milliards de dollars à ses 500 000 clients, 8,5 millions de clients européens, c'est donc beaucoup plus. Vous imaginez l'amende? Aucune entreprise au monde ne serait capable de payer un tel montant. Donc Volkswagen fait tout pour gagner du temps et ment au marché européen. Est-ce qu'ils ont réussi pour le moment? Oui, bien sûr, ils ont réussi à paralyser et endormir les clients européens. Sur les 8,5 millions de clients européens touchés, une poignée a pour l'instant décidé de porter plainte. Nous avons contacté Volkswagen France. L'entreprise n'a jamais donné suite à notre demande d'interview. Le scandale du Dieselgate a signé la fin d'une longue histoire d'amour, celle des Français avec le diesel. Depuis 2012, les ventes de diesel sont en chute libre. Elles ne représentent plus que la moitié des véhicules vendus en France aujourd'hui.
Si les Français boudent le diesel, c'est parce qu'en 2015, le gouvernement a pris une décision très attendue par les associations environnementales. Il a annoncé la fin de l'avantage fiscal du diesel, qui du coup est vendu de plus en plus cher à la pompe. D'ici 2020, il sera au même prix que l'essence. Vous croyez que c'est vraiment fini le diesel? Que les constructeurs ont rendu les armes? Détrompez-vous. Ils sont à la manœuvre en coulisses. C'est la morale du Dieselgate. Le 28 octobre 2015, à Bruxelles, en plein scandale Volkswagen, ils ont réussi un sacré coup. C'est une étrange décision. Tous les nouveaux véhicules diesel seront autorisés à polluer plus. Lors d'un vote à huis clos, les gouvernements des pays européens ont finalement adopté les tests d'homologation sur route. Mais ils ont surtout assoupli les seuils d'émission de NOx. Eh oui, jusqu'en 2021, les voitures auront le droit d'en émettre précisément 2,1 fois plus qu'aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être comment la France s'est prononcée sur ce dossier. Devinez quoi? Nos représentants ont voté pour le droit à polluer plus. Étrange, non? Quand on sait qu'au même moment, Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, lance sa croisade contre le diesel. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de l'Union européenne? Elle est mauvaise, cette décision. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même un progrès global, mais moi j'étais contre l'affaiblissement de ce dispositif. Pourtant, Madame Royal, cette décision, elle a été prise le 28 octobre 2015 par les 27 États membres, 27 dont la France. La France a voté en faveur de cette mesure. Moi, je ne comprends pas. Il y a un double discours, celui qu'on tient en français et puis celui qu'on porte dans les instances européennes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un arbitrage. Il y a un Premier ministre en France, ça ne vous a pas échappé. Les ministres ne font pas tout ce qu'ils veulent comme ils veulent là où ils sont. Donc il y a un arbitrage qui a été fait contre mon avis, avec des instructions qui sont données à ce moment-là à nos représentants dans les instances européennes et qui se sont alignés sur ce texte qui n'était pas un bon texte. Vous étiez ministre de l'Environnement en charge de ce dossier et ce sont quand même des membres de votre administration qui étaient présents à Bruxelles ce jour-là. D'après nos informations, le jour du vote était présent le responsable des voitures particulières au ministère de l'Environnement, un de vos collaborateurs, et même dans les services, oui, sans doute, oui. Et surtout le représentant. Et même une femme membre de votre cabinet. Oui, c'est pas elle qui a voté. Ils étaient présents le jour du vote, en tout cas. Mais ils ferment leur bouche à ce moment-là. Et c'est le représentant français, l'ambassadeur de France et la représentation permanente française à Bruxelles et le secrétaire général aux affaires européennes qui transmet la position du gouvernement à... D'accord, donc vous êtes en train de nous dire qu'il y avait un arbitrage ministériel, vous avez mangé votre chapeau, comme on dit en politique. Oui, mais là, oui, cet arbitrage, oui, il m'a été imposé. Et c'est le Premier ministre qui a obtenu gain de cause? C'est le Premier ministre qui arbitre. Le Premier ministre Matignon et Élysée, d'ailleurs. Tout pareil. D'accord, donc François Hollande. Oui, mais le lobby du diesel est en France très puissant. Allez, avant de se quitter, une dernière info qui va peut-être vous étonner. L'industrie automobile vit ses plus belles années. Avec des ventes et des chiffres records. Volkswagen est devenu le numéro 1 mondial. Et Renault a vu son bénéfice augmenter de 19% en 2016. Sur la planète automobile, tout semble encore aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comme si le scandale du diesel n'avait jamais existé. C'est la fin de ce deuxième numéro de Cash Impact. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle enquête. Tout de suite, vous pouvez revoir notre dernier numéro de Cash Investigation, Travail, ton univers impitoyable. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.